Bienvenue, je suis contente d'être là avec vous. C'est important d'avoir une intervention en langue des signes. Il n'y en avait pas jusqu'à présent, donc je pense que c'est un premier pas et une ouverture sur nombreuses autres, j'espère. Donc là, l'idée de cette conférence, c'est le numérique, la santé et la langue des signes. Moi, je suis médiateur numérique en langue des signes. J'ai beaucoup de questions de la part d'usagers sur l'accès au numérique. Pour commencer, des informations sur la langue des signes en elle-même. Je pense qu'on a la première étape. Peut-être que dans les années prochaines, on pourra approfondir les échanges, mais là, l'idée, c'est de vraiment faire une formation sur la langue des signes, parce que je pense que nombre d'entre vous ne connaissent pas forcément la langue des signes. Donc la langue des signes, c'est un mode de communication. Et là, dans le cas qui nous concerne, entre une personne sourde et un professionnel de santé. Donc, si voilà, vous êtes une personne sourde et que vous voulez communiquer en langue des signes, bon, il y a madame qui est là, mais c'est la seule. En tout cas, quand on est une personne sourde à la recherche d'un professionnel de santé qui maîtrise la langue, on peut se retrouver dans certaines complications. Il n'y a pas forcément de réseau de professionnels spécialisés de médecins maîtrisant cette langue. Il y a pas une seule langue des signes. Il n'y a pas que la langue des signes, c'est pas le seul moyen d'expression possible. Des enfants peuvent assez facilement se familiariser avec une communication gestuelle, entendant ou sourd. Pour apprendre la langue des signes, peut-être vous avez appris la langue des signes, mais vous avez besoin de faire évaluer votre niveau de langue. Pour ça, il existe donc des centres de formation, des associations ou des professeurs de langue des signes pour apprendre la langue. Et un diplôme de compétence en langue qui permet d'attester d'un certain niveau de maîtrise de la langue. C'est donc le DCL qui s'appuie sur le référentiel européen des langues. Alors souvent, on nous demande si la langue des signes est universelle. Est-ce que c'est un langage? Est-ce qu'elle a été inventée par l'abbé de l'épée? Bon, il y a beaucoup d'idées reçues autour de la langue des signes. Là, l'idée, c'est de mettre un peu le holà à ces idées reçues et de donner une information plus précise, ce qui a finalement pas été fait pendant de nombreuses années. Donc là, l'idée, c'est de faire le point sur ces idées reçues sur la langue des signes, parce que voilà, c'est vrai que un peu, on peut faire le parallèle avec les logiciels libres. Les gens savent pas trop de quoi ils parlent. La langue des signes, c'est un peu pareil. Stewart Brand avait prononcé l'information se veut être libre. Et la langue des signes aussi. La LSF, donc c'est la langue des signes française, c'est une langue vraiment à part entière qui a un vocabulaire, une syntaxe propre. C'est une langue qui permet de communiquer. C'est pas un langage, c'est une vraie langue de communication et qui est évidemment adaptée et utilisable dans le domaine de la santé. Donc là, c'est les différentes politiques européennes et de reconnaissance de la langue des signes. En orange, ça veut dire que la langue n'est pas encore complètement reconnue. En bleu, c'est adopté dans la Constitution, les pays bleus, donc le Portugal, entre autres. Et le rouge, rien n'est encore vraiment déterminé sur le statut de la langue des signes dans ces pays-là. C'est une langue qui a une syntaxe propre, une grammaire qui n'est pas la même que celle du français. Alors, la langue française a un ordre particulier, sujet, verbe, complément. En langue des signes, c'est l'inverse, par exemple, en termes de syntaxe. En français, on dirait... Donc, vous avez cette phrase-là, j'aimerais aller me promener, pourrais-tu me prêter ton vélo? En langue des signes, on ne va pas le traduire avec les mots dans le même ordre, mais plutôt dans l'ordre qui est proposé en LSF, là, sur le bas de la diapositive. Il y a aussi des mots ou des pronoms qu'on peut enlever dans la phrase qui n'altère en rien le sens, mais qui permet de faire parfois des économies. Donc on utilise la dactylologie, qui est un alphabet manuel, pour épeler certains noms propres, certains signes qui n'ont pas encore été inventés, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, par exemple. On peut tout exprimer en langue des signes, l'abstraction, des nuances. On peut parler tout à fait philosophie ou autre en langue des signes, faire de la poésie en langue des signes. Par exemple, là, vous avez des exemples de recueils. Alors, la langue des signes n'est pas basée uniquement sur les mains. Chaque signe comporte plusieurs paramètres. Donc, il y a 4
paramètres particuliers, la configuration, l'emplacement des mains, l'orientation de la main et le mouvement que va prendre la main. Mais il y a aussi des paramètres qui ne sont pas en lien avec les mains, les expressions du visage, le mouvement des épaules, la posture, le regard et l'expression du visage. Et tous ces paramètres-là vont avoir un sens dans la langue, et en fonction de leur variation, on pourra apporter des nuances. Il y a par exemple le placement des mains sur un axe horizontal qui permet de dire ce qui s'est passé dans le temps, par exemple, de donner une nuance de sens. La langue des signes n'est pas universelle. Toutes les langues évoluent dans une culture. Il y a à peu près 300 langues, mais on ne peut pas trop l'évaluer. Les grammaires sont par contre assez proches d'un pays à l'autre, ce qui permet à des sourds étrangers de communiquer un peu plus facilement. Il y a un médecin sourd en Argentine, qui est un médecin généraliste sourd. C'est le seul en France, on n'a pas encore de médecin généraliste sourd, mais finalement les sourds français pourraient aller le consulter, parce que grâce à cette grammaire qui se ressemble à différentes langues des signes, ils pourraient arriver à se comprendre assez facilement. Il y a des Jeux olympiques. Il y a des signes internationaux qui sont utilisés dans des conférences internationales entre sourds, qui sont pas une vraie langue, mais qui sont des signes internationaux utilisés vraiment ponctuellement dans certains contextes, et qui proviennent de différentes langues des signes finalement, de pays de part et d'autre du monde, mais qui permettent de se comprendre entre sourds locuteurs de langues naturelles différentes. La langue des signes n'a pas été inventée, c'est une langue qui a évolué avec le temps depuis des millénaires, très certainement. L'origine est aussi mystérieuse finalement que les langues orales. Il y a déjà des témoignages à l'époque des Romains, dans l'Antiquité, que des sourds utilisaient une langue de communication. Donc l'abbé de l'Épée n'est pas l'inventeur de la langue des signes, mais il a participé à la promotion de la langue et à l'éducation des enfants sourds. Il y a des écrits philosophiques qui témoignent à l'époque des Romains ou de l'Égypte ancienne, de la Grèce antique, de l'utilisation d'une langue des signes. Des témoignages de savants qui viennent faire des travaux de recherche, et cette citation de Platon que je vous laisse lire, c'est-à-dire que si nous n'avions point de voix ni de langue, si nous n'avions point de voix ni de langue et que nous voulussions nous montrer les choses les uns les autres, n'essayerions-nous pas, comme le font en effet les muets, de les indiquer avec les mains, la tête et le reste du corps. Quelques siècles après, dans la religion, on atteste finalement que les sourds communiquent entre eux. C'est écrit dans des textes religieux. Et il y avait déjà du coup effectivement des sourds, même dans la bourgeoisie, qui communiquaient avec une langue définie. Donc saint Augustin affirme, ou deux magistraux affirment: n'as-tu jamais vu des hommes converser par geste avec des sourds, et même les sourds également par geste, questionner ou répondre, enseigner ou montrer, soit tout, soit presque tout ce qu'ils veulent. C'était une famille sourde qui avait été un peu étudiée, analysée. Il y a eu ensuite Thomas d'Aquin, Léonard de Vinci, qui avait des amis sourds lui-même, Montaigne, Descartes, Leibniz, Diderot. Enfin, vous pouvez faire des recherches comme vous le souhaitez sur le net, qui témoignent d'une communication des sourds par une langue propre, donc depuis des centaines d'années. Alors, les moines également, dans les monastères, qui avaient fait vœu de silence, pouvaient utiliser la langue des signes comme moyen de communication et de transgression de cette règle. Il y a eu également donc, du coup, d'éducation par Étienne de Fay mise en place, des sourds ont pu devenir architectes ou autres. Il y a un auteur, Pierre Desloges, qui est le premier sourd à écrire un livre qui promeut la langue des signes. Et c'est à partir de l'abbé de l'Épée qu'il y a une première école qui est fondée à Paris pour les enfants sourds, et de l'enseignement directement en langue des signes dispensé aux enfants sourds, ce qui n'était pas le cas avant. Et à partir de là, la langue des signes a pu se disséminer, se propager un peu partout,
en France, mais aussi en Europe, aux États-Unis, en Russie. On en reparlera après. Voilà. Alors, ça n'a rien à voir avec le système oraliste, finalement, parce que tout ce qui est en rouge, c'est les pays qui ont adopté une langue des signes assez proche de la langue des signes française. Donc, la langue des signes américaine est assez proche de la langue des signes française. Certains pays d'Afrique également. L'Inde peut s'en rapprocher. Alors, l'Australie, par contre, n'a plus rien à voir. L'Australie, elle, est plus proche de la langue des signes anglaise. Et du coup, les sourds voyagent plus facilement grâce à cette forme de similitude entre les langues. Donc, il y a eu des ruptures pendant l'histoire qui sont liées au contexte historique de la langue des signes, avec une chute de l'utilisation de la langue des signes au moment où les médecins ont commencé à s'intéresser aux sourds via uniquement leur oreille à réparer et ont oublié de considérer le reste du corps des sourds, c'est-à-dire de les considérer comme des êtres humains à part entière. Et en France, en 1977, on a eu ce qu'on appelle un réveil sourd. Et après mai 68, en fait, 10 ans après, il y a eu cette révolution qui a fait que les sourds se sont réappropriés la langue des signes. Et moi, je suis née juste à ce moment-là. Moi, je suis née au moment où de Laurent Fabius, qui a créé cette loi où la langue des signes a pu être réutilisée dans les écoles. Et donc moi, j'ai eu la chance de ne pas être éduquée d'une façon uniquement oraliste. La langue des signes, elle a été interdite pendant une certaine période en France, dans le domaine de l'éducation. Elle avait été jusque-là très utilisée et en 1880, on voit qu'elle a été interdite et il a fallu un certain temps pour que les sourds se le réapproprient. Moi, j'ai eu la chance de venir vivre à Toulouse et ça m'a permis d'avoir un parcours vraiment bilingue qui a été mis en place à partir de 84-86 et qui s'est développé jusqu'à aujourd'hui et qui permettait sur cette période-là d'avoir un choix d'éducation en langue des signes. Je vous laisse prendre connaissance de ce texte-là. Seulement 1% des sourds peuvent avoir accès à une éducation en langue des signes. Et du coup, est-ce qu'ils ont un réel accès à l'ordinateur, à l'informatique avec le peu de langage qu'ils peuvent avoir? C'est vraiment compliqué. On voit aussi qu'il y a un vrai désert de langue des signes aussi en France. On est sur un territoire complètement disparate en termes de possibilités d'éducation en langue des signes. Et là, il y a ça parle d'une association qui s'appelle l'APES qui a été créée dans la période du réveil sourd et à laquelle ma compagnonne sourde qui est ici est venue à participer. Alors en termes de santé, il y a eu quelqu'un qui s'appelle Jean Dagron qui a pris conscience du peu Guy Boucheveau, qui, lors d'un voyage aux États-Unis, s'est rendu compte qu'aux États-Unis, l'accès à la langue des signes dans le domaine de la santé était extrêmement bien développé. Rentré en France, il a été très très en colère de constater l'écart qu'il avait pu y avoir à cette période-là avec la France. Et donc, il a rencontré un médecin qui s'appelle Jean Dagron et ensemble, ils ont constaté qu'il y avait un énorme manque en termes de langue des signes dans le domaine de la santé. Et donc, Guy Boucheveau, qui a été vice-président de la FNSF à l'époque, a créé ce lien très important avec le professeur Dagron, qui a créé les premières consultations en langue des signes en 1995 seulement. Et c'était à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dont on voit la consultation entre Guy Boucheveau et Monsieur Dagron, qui ensuite a continué à militer pour le développement des pôles d'accueil des sourds. Et moi, j'aimerais l'inviter ici à une des prochaines éditions des universités de la e-santé. La médecine en langue des signes, l'idée, ce serait effectivement de la développer dans tous les pays. Il y a évidemment, à mon avis, des partenariats à développer dans ce sens-là. La Salpêtrière continue d'accueillir énormément de patients sourds, ça se passe extrêmement bien. Et on n'est pas seulement dans le soin de l'oreille au niveau des sourds, mais on considère les sourds comme des vrais êtres humains. Et voilà, est-ce que l'innovation peut être humaine au même titre que ce militantisme a créé un soin et un accueil pour les sourds de façon humaine? C'est vraiment une question que je vous pose. Et c'est vrai que de toute façon, la technologie malgré tout, est très utilisée par ces pôles-là, notamment pour avoir accès à des interprètes via des écrans. Voilà. Il y a
certains médecins mi-libéraux qui maîtrisent la langue des signes française, mais c'est assez compliqué pour nous de savoir comment on peut les contacter. Et il n'y a pas à ce jour de recensement vraiment d'annuaire de ces professionnels de la santé qui sont vraiment dispersés sur le territoire. Et donc les associations de personnes sourdes peuvent éventuellement nous orienter vers un médecin ou un autre, mais on n'a pas vraiment d'endroit où on regroupe toute cette information, ou vraiment de ressources pour centraliser cette information. Ce serait intéressant d'avoir des associations nationales qui puissent venir aussi ici aux universités de la e-santé. Et il faut savoir que les services hospitaliers, de plus en plus, permettent aux patients d'être soignés en langue des signes française. Et ces unités, elles ont été mises devant le constat de la difficulté de communication entre les professionnels de santé et les patients sourds. Ce qui a été extrêmement important et ce qui a émergé suite à cette émergence des pôles d'accueil pour les personnes sourdes dans les hôpitaux, c'est le rôle de l'intermédiateur. L'intermédiateur, on se rend compte que c'est une fonction extrêmement importante qui permet de fluidifier la communication et qui n'est pas reconnue, et on constate que dans plein d'autres pays, c'est la même chose. Certains nombres des équipes peuvent être des équipes des pôles accueil sourds sont parfois mobiles, ils peuvent se déplacer dans différents lieux. L'INPES a créé un partenariat avec la Fédération des sourds de France, et il y a des actions de prévention et d'information qui sont en cours au sujet des personnes sourdes. Aujourd'hui, il y a 24 unités de soins somatiques ou de santé mentale qui sont réparties sur le territoire et qui sont en langue des signes. Ça fait une vingtaine d'années que ça a émergé, et moi j'avoue que j'étais tout petit à l'époque, j'avais 10 ans quand ça a commencé, et aujourd'hui j'ai 30 ans et je constate l'immense changement de ce que ça a apporté. Et c'est vrai qu'en France, on est les seuls à avoir ce type de modèle-là, grâce à Jean Dagron notamment, qui est quelqu'un d'extrêmement important et qu'il faudrait vraiment inviter ici aux universités de la santé. Donc en termes de santé, voilà, là où on a un développement de l'accès en santé pour les sourds, on le voyait sur la première carte. Là, je vous compare cette carte-là avec l'éducation accessible en langue des signes pour les sourds. Et on voit quand même une grande différence en termes de répartition sur le territoire. Et on voit bien qu'en termes d'éducation, on n'en est pas là. Et voilà, donc là, c'est vraiment la symbolique de se dire, voilà, on franchit les choses étape par étape, marche après marche. Et voilà un petit peu l'historique de la communauté sourde, un des aspects de l'historique de la communauté sourde. Alors l'accès en langue des signes devient vraiment de plus en plus solide, mais reste encore à développer et à diffuser sur le territoire. Vous voyez, sur ces dates-là. Oui, effectivement. Effectivement, on en parlera après, oui. Ça, c'est... on ne change pas les choses en s'opposant à ce qui existe déjà. Je vous laisse lire ça. L'idée, c'est de se dire que voilà, quand il y a des choses sur lesquelles on a du mal à bouger les choses, prendre des voies un peu transverses en utilisant la langue des signes, c'était vraiment quelque chose qu'il a mis en place sans attendre d'avoir les compétences complètes et existantes pour pouvoir mettre en place ce projet. Et parce qu'il y avait une vraie urgence, et donc les compétences se sont construites au fil du chemin. Et de la même manière, on a inauguré le 114 en 2019. Il n'y avait pas de numéro d'urgence pour les sourds. En 2011, il y a eu une loi qui a permis aux sourds d'accéder au numéro d'urgence par fax et par SMS. Et en fait, c'est seulement en 2019 qu'il y a eu la possibilité d'avoir un service complet d'urgence. Et c'est en France qu'on a aussi, on est pionnier dans ce domaine-là. Aujourd'hui, il est même possible d'appeler les secours en langue des signes, et avec des agents dont le métier est reconnu, qui ont cette compétence spécifique de répondre en langue des signes. Et ce sont eux-mêmes des agents sourds qui sont à ces postes-là. Qu'est-ce que ça change? Et ben en fait, oui, c'est alors là, on est vraiment sur la e-santé en langue des signes, puisqu'on est sur une application. C'est pas. Alors par contre, effectivement, ça ne peut pas exister sans Internet. Donc là, vraiment, on est dans le domaine de la e-santé. La valeur ajoutée que ça apporte, et ben en fait.
On se rend compte qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le dev gain. En fait, ce que ça a apporté pour les sourds, ça a été vraiment utile pour les sourds, mais finalement, c'est aussi des choses qui ont été utilisées par des gens pendant les attentats ou pendant des moments très difficiles où il était difficile de communiquer et ce service-là a servi aussi pour ça. Voilà, bon, donc autant de dispositifs qui font de cette application un service inédit en termes d'accessibilité, à tel point que cette idée est unique au monde et pourrait, selon le communiqué du gouvernement, faire tache d'huile en s'inspirant des services d'urgence traditionnels en France comme à l'étranger. Voilà. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que face à toute la disparité géographique, les patients sourds se retrouvent parfois isolés et qu'on s'engage aujourd'hui à améliorer la e-santé pour les personnes sourdes, pour leur permettre de participer à cette évolution. Voilà. Et donc, je pense qu'il serait intéressant d'avoir une commission langue des signes au sein de votre réflexion ici aux universités de la e-santé et de créer un partenariat qui puisse permettre de créer un lien entre vous et les personnes sourdes isolées et le travail que vous menez. Alors, au moment de la pandémie, du début de la pandémie, de la Covid, beaucoup de choses se sont faites en téléconsultation, mais il y avait encore de grandes disparités parce que la maîtrise de la langue des signes n'y était toujours pas et certaines plateformes n'ont pas vraiment été ne mettent pas en évidence les compétences ou pas signantes ou pas de certaines personnes. Alors, sur Doctolib, oui, on a réussi à recenser ça. 4 téléconsultations possibles en langue des signes en France, avec des médecins indépendants en libéral. Après, quel est leur niveau de langue des signes? A1, A2, B3, C1, on ne sait pas. Je sais qu'en Ariège, le niveau de la personne est vraiment bon. Dans les autres villes, peut-être un peu moins, sur Dijon. Donc, du coup, voilà, il faut quand même pouvoir s'assurer d'un minimum de niveau de langue pour s'assurer d'une communication vraiment fluide avec son soignant. Très récemment, la SFSLS a été créée et l'idée, c'est de regrouper un maximum d'informations sur la langue des signes en France. Sur la santé de la langue des signes, pardon. À l'époque du sida, il y a quelques années, les informations étaient très floues. On est dans une période maintenant où on peut avoir plein d'informations sur plein de choses. Et l'idée de cette société-là, c'est de pouvoir communiquer un maximum aux personnes sourdes signantes sur leur santé et qu'elles puissent en prendre soin. J'espère qu'on pourra avoir des échanges de plus en plus riches d'année en année au sein de cette université de la e-santé.